Bertrand Tatinda, eh bien finalement, les armées africaines, à quoi servent-elles finalement? Elles servent à, comment je vais dire, que elles sont dévoyées aux missions que veut bien leur dévoyer le chef suprême. Mais moi, je vois cette histoire différemment. Oui. C'est-à-dire que pour moi, une armée, entre guillemets, c'est une idéologie. Vous voyez le monde occidental qui a pour idéologie l'ultralibéralisme, le capitalisme, le profit à outrance. Ils conçoivent leurs armées en fonction de cette idéologie. C'est-à-dire des armées qui doivent aller dans d'autres territoires, dans d'autres continents, rechercher en quelque sorte ce pourquoi leur économie vive. Ils veulent des matières premières, eh bien, ils vont chercher des matières premières. Et quand vous regardez en fait comment sont équipées leurs armées, ce sont des armées véritablement offensives. Ce sont des armées offensives. Ils développent vraiment les services secrets. Ces armées sont appuyées sur les services secrets. Vous voyez un pays comme les États-Unis, vous en avez pratiquement près d'une trentaine, une quarantaine, voire une centaine de services secrets. Des fois, c'est des toutes petites cellules. À la limite même, chaque Américain est plus ou moins un soldat américain. Quand vous venez en Afrique, vous regardez la structuration de nos armées. Il y a deux grands groupes. Vous avez des armées de pays, en fait, qui ont acquis leur indépendance par la lutte. Ce qu'on a appelé les fronts de libération. Oui. Où les militants de ces partis étaient aussi des militaires. Ces armées sont généralement difficiles à battre parce qu'elles ont une idéologie. Elles savent ce que c'est que la liberté. Elles se sont battues pour la liberté et pour la souveraineté. Vous prenez le cas par exemple d'un pays comme l'Angola. Ce sont des militaires de naissance. Parce que le militaire angolais est un homme politique. On a suffisamment parlé du cas du Zimbabwe avec, en quelque sorte, Robert Mugabe. Donc les hommes politiques sont comment je vais dire que des militaires, entre guillemets, civils qui font la guerre. Et vous regardez, en fait, des pays où la France va constituer une armée, entre guillemets, d'indigènes, c'est-à-dire qu'elle va recruter comme ça, sans véritablement doter cette armée d'une idéologie et même de mission. Troisième des choses, c'est-à-dire une armée, mettre sur pied une armée, ça coûte très cher. Ça coûte extrêmement cher. Parce que il faut d'abord, au-delà des différentes procédures de sélection, il faut former les hommes. Former un militaire, ça n'a rien à voir avec, par exemple, former un élève. C'est un élève, un écolier. Au-delà de ça, il faut équiper. Or, nous n'avons pas, comment je vais dire que nous ne sommes pas des États industriels, nous ne sommes pas des États riches. Je prends un exemple, comme le Cameroun. Vous avez 5 000 milliards de budget de Cameroun. Nous sommes déjà des néocolonies. Nous avons des accords de coopération et de défense. Ces accords de coopération et de défense, entre guillemets, nous interdisent d'avoir des armées. Parce que ces accords vous expliquent que votre sécurité, en fait, est garantie par la France. Par la France. Donc, oui. Vous n'avez pas le droit d'avoir d'armée. Et quand vous n'avez pas le droit d'avoir d'armée, si vous prenez, comme j'ai dit, 5 000 milliards de budget, le budget de la défense du Cameroun, comment vous faites pour en même temps former les hommes, pour en même temps recruter, mettre sur pied, comment je veux dire, des centres d'instruction, oui. Pouvoir équiper pour tout genre de menaces. Donc vous voyez donc qu'on en est réduit à faire un peu de bricolage. Et là, votre armée vaut ce qu'elle vaut en fonction de votre coopération relativement avec la France. Or, qu'est-ce qui va se passer? On va vivre, quand vous prenez le cas des pays francophones, une étude démontre que de 1960 à 1990, on a eu près de 350 à 400 interventions françaises au sein de nos États. Soit des coups d'État, soit en quelque sorte des résolutions au Conseil de sécurité, oui. Soit en quelque sorte de soutien à des milices armées, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait donc, résultat des courses, que les présidents africains ont cru penser que pour être en sécurité, il fallait en quelque sorte segmenter l'armée, se doter de ce qu'on appelle les gardes présidentielles, qui sont au service souvent d'un homme relativement équipé avec un certain nombre de moyens et des filières d'équipement, et une armée régulière souvent qui n'a pas beaucoup de moyens. Ça fait qu'on en retrouve dans la structuration de certaines armées, de l'armée dans l'armée. Et enfin, les armées africaines ont obéi aussi à ce qu'ont été nos sociétés. Elles ont été gangrénées par l'affairisme, par la corruption. Beaucoup de gens et beaucoup de jeunes croient qu'on va s'enrichir dans l'armée.
Parce que c'est un métier particulier, c'est un métier effectivement où on prend des risques, on donne sa vie pour la patrie. Donc, il faudrait effectivement qu'ils aient un certain nombre d'avantages, mais vous en avez certains qui abusent. Et avoir la tenue vous confère en fait une forme d'influence, de l'influence. Quand vous êtes un haut gradé militaire dans nos pays, vous avez de l'influence sans pour autant faire de la politique. Et ils en abusent. Ça fait que on a une cassure se crée entre ce qu'on va appeler l'infanterie, les hommes de terrain, ces enfants de terrain qui sont généralement les sergents, les caporaux qui sont au taquet en cas d'insécurité et la haute hiérarchie militaire souvent qui vit dans une forme de confort. Ça fait que quand ces enfants n'arrivent à ne plus tout à fait respecter leur patron au vu d'un certain nombre d'actes d'affairistes. Voilà un peu pour moi ce qui peut expliquer que nos armées souvent n'arrivent pas à faire face en quelque sorte aux problèmes et aux défis de l'heure. Alors encore que, avec les guerres contre le terrorisme, vous faites face généralement à ce qu'on appelle des guerres asymétriques. Vous n'avez pas l'adversaire en face. Donc, il faut développer d'autres segments qui travaille avec l'armée et qui permet à l'armée d'être efficace, notamment les services secrets. Là aussi, la formation, ça coûte cher. Là aussi, il y a un certain savoir-faire à avoir que nous n'avons pas souvent. Mais de plus en plus, les choses essayent d'aller dans le bon sens parce que, comme j'ai dit, des armées comme l'armée algérienne, un ancien front de libération, l'armée égyptienne, avec Nasser qui était un Algérien, l'armée angolaise, l'armée même camerounaise, oui, parce que oui, on a été à la pointe véritablement de la lutte d'indépendance, font que vous avez une différence entre ces pays-là, effectivement, et des armées qui ont été constituées par la France uniquement pour être en quelque sorte vigiles des intérêts français. Merci beaucoup, Bertrand Tatina, pour cela. Bertrand Tatina, il y a quand même que les États africains ont souvent eu envie de s'acheter des armes. Parfois même, ils se sont achetés des armes, mais sur le terrain, on s'est avéré que ces armes sont factices. Ben, ça dépend de la philosophie. J'ai bien aimé la démonstration du docteur Soro quand il parlait de armée et souveraineté. Oui. C'est-à-dire cela va de pair. Moi, je crois que même si vous n'avez pas des armes, si un militaire sait que je dois défendre ma terre, je dois défendre ma patrie au prix de mon sang, vous créez ce qu'un peuple camerounais, le peuple Bassa, pour ne pas le citer, appelé le Emlé. Nous avons eu à gagner des Coupes d'Afrique des Nations. Souvent, on n'avait pas la meilleure équipe. On n'avait pas les meilleurs professionnels. On avait des enfants qui jouaient dans ce qu'on appelle des clubs de seconde zone. Et on arrivait à gagner face à des gens comme des Algériens, face à des gens comme des Nigériens, dont les joueurs étaient véritablement dans les meilleurs clubs européens. C'est-à-dire que c'est un peu ça. Pour prendre le cas de l'armée malienne, Modibo Keïta avait une vision. C'est-à-dire Modibo Keïta estimait que le peuple malien ne peut véritablement pas se développer s'il n'exerce sa pleine souveraineté sur son économie. Il était avec Sylvius Olympio les premiers à réfléchir déjà de sortir des accords de coopération économiques. Mais ils ont été liquidés. Qui vient liquider Modibo Keïta? Moussa Traoré. C'est un militaire, Moussa Traoré. Encore faut voir quel genre de militaire c'était. Ça fait que le Mali se retrouve à sa tête avec quelqu'un, un militaire, devenu subitement un civil. Carrément chargé de protéger les intérêts français. Mais c'est d'abord l'homme politique. Pour moi, c'est d'abord l'homme politique qui impulse la vision du militaire. Ou à défaut, c'est le militaire qui se bat pour arriver à sa souveraineté et décide de comment organiser sa défense. Donc vous avez deux cas. Mais quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une souveraineté, qui a été formé à, comment je vais dire que, dans un sous-centre d'instruction en France, il est porté en quelque sorte par des légionnaires français. Il arrive, il détruit en fait une vision nationale qui va véritablement vers cette souveraineté-là. Et il s'assoit au pouvoir. Il n'y apporte rien. Qu'est-ce que va faire Moussa Traoré? Il va consolider les intérêts français jusqu'à ce que la France, pour se blanchir, comme elle le fait toujours, lors de ce qu'on va appeler les conférences nationales, va mettre en place une pseudo-rébellion ou un autre militaire. C'est-à-dire que le ATT va venir renverser Moussa Traoré. Pour le ATT lui-même arriver au pouvoir et ne jamais structurer l'armée malienne. Vous voyez donc que dans ce précaré français surtout, vous avez en fait cette ligne où on ne comprend pas trop, où le militaire devient l'homme politique devient le militaire sans avoir une véritable vision. Autre chose également, c'est que les menaces aujourd'hui sont, de mon point de vue, multiples. Sachant que nous avons des pays pas très riches,
Moi, je crois qu'il faut de plus en plus aussi réfléchir à ce qu'on appelle une capacité de défense communautaire. C'est-à-dire que nous avons à peu près les mêmes peuples. Les enfants, on les retrouve au Cameroun, on les retrouve en Guinée équatoriale, on les retrouve au Gabon. Donc, la CEMAC doit penser à sa défense. Parce c'est devenu aujourd'hui difficile tout seul, dans son petit coin, d'affronter un certain nombre d'intérêts. Je vous ai expliqué que vous avez des familles qui détiennent 5 000 milliards de dollars de fortune. La famille Rothschild. Donc, des familles comme ça sont prêts à mettre des pays à feu et à sang pour leurs intérêts. Vous avez quelqu'un comme Guillaume Soros. Il peut prendre... George Soros. Oui. Il peut prendre une décision, prendre 100 millions de dollars, affecter, comment je vais dire, à sa fondation, à une de ses fondations. 100 millions de dollars. Combien d'armées, même en Afrique subsaharienne, peuvent justifier d'un budget de 100 millions de dollars, ne serait-ce que l'année pour équiper les armées? Donc voilà, ce George Soros a de gros intérêts dans ce qu'on appelle l'industrie minière, dont lui ne lésine sur aucun moyen. Donc comment je vais dire, des milices armées, des groupes djihadistes sont devenus, comment je vais dire, que des études de faisabilité qu'on commande. Je vous donne un exemple. Le Mozambique, un pays comme le Mozambique, a signé il y a 1 mois et demi, 2 mois, 14 milliards de dollars de contrats gaziers et pétroliers. Vous savez ce qui s'est passé? 3 semaines après, un groupe djihadiste va prendre un port de pêche mozambicain. 3 semaines après. Donc pour vous dire que il faut être naïf pour ne pas comprendre que cette menace djihadiste vis-à-vis du Mozambique est intimement liée à un certain nombre de contrats que le Mozambique a signés. Donc si le Mozambique, à partir de cette nouvelle recette, ne se constitue pas, comme M. Parfendom a dit, une véritable armée nationale, patriotique, mais elle aura de gros problèmes. Elle aura de gros problèmes. Parce que ces milliardaires-là, eh bien, ils expliquent que nous ne sommes pas contents de ces contrats. Faites-nous une étude de faisabilité en quelque sorte d'un groupe djihadiste qu'on peut exporter au Mozambique sur 5 ans. On fait l'étude de faisabilité, dit ça coûte combien? On dit il faut peut-être 5 milliards de dollars pour 10 ans de rébellion. Ils vont dire que ça coûte plus cher. Il signe le chèque. Lui, il a 5 000 milliards de fortune. Il signe un chèque. Et vous vous retrouvez en face des gens qui ont pratiquement 5 milliards de dollars en quelque sorte de financement et qui sont notamment des djihadistes, alors que votre armée, je ne sais même pas si elle a 50 millions de dollars en termes d'équipement, comme l'a dit le docteur Soho. Donc vous avez en face, comment je vais dire, une véritable armada. Enfin, il faut aussi que les peuples soient patriotes. Parce que une armée peut être patriote. Si le peuple qui a compris l'armée n'est pas patriote, ça ne tient pas. Regardez le cas de la Chine. La Chine a été dominée par des Japonais. La Chine a été le pays, comment je vais dire, les traités inégaux. La Chine, véritablement, va faire même entre elles une lutte interne entre un Chiang Kai-shek, qui était patron du Kuomintang, mouvement nationaliste, et un Mao, qui était chef de file des communistes, mouvement nationaliste. Mais quand il va falloir faire face, comment je vais dire, à l'affront japonais, les deux vont taire l'instant, comment je vais dire, d'affronter le Japon. Donc, nous avons l'impression aussi que les peuples africains ont, par la formation, par l'idéologie, par, comment je vais dire, la propagande, en fait, la France a acheté, comment je vais dire, que même est mise à mal notre nationalisme. Vous avez beaucoup d'Africains qui estiment qu'ils sont bien habillés quand ils sont en costume. Ouais, excusez-moi, je suis en costume, c'est vrai, je me compte, je suis le premier, ouais, qui estiment qu'ils sont bien habillés quand ils sont en costume. Moi, j'entre chez certains amis, ils m'ouvrent une boîte de cassoulet, ils ont l'impression qu'ils m'ont bien reçu. C'est-à-dire qu'ils sont allés à un supermarché, ils ont acheté du cassoulet, qui est déjà, comment je vais dire, du haricot de troisième choix, effectivement, et il a l'impression qu'il t'a bien reçu. Parce que pour lui, il ne veut pas te recevoir avec soi-disant un mintumba, ou un folon, ou bien un amondo. Tu vois un peu. Donc, ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Avoir le citoyen qui est aussi, comment je vais dire, que un militaire civil. Donc, voilà autant de choses qui font. Pour prendre le cas, enfin, de cette armée malienne, on voit que, et les hommes politiques, et le peuple malien, et même ce qu'on a appelé l'armée malienne, personne n'a véritablement jamais aimé le Mali. Alors que c'est un peuple de guerriers. Vous entendez l'expression les Bambara. Vous entendez, ils ont un sport là-bas favori qu'on appelle la lutte traditionnelle avec les Sénégalais. Quand vous regardez leur chaîne nationale, vous avez ce sport-là, c'est-à-dire des lutteurs traditionnels. Et on est vainqueur quand on a mis le dos de l'autre par terre. Ce sont des lutteurs. Ce sont des guerriers. Les Bambara sont des lutteurs. Oui. Le Mali, c'est une grande philosophie, c'est une grande histoire. Les Sundiata Keita,
pourquoi le Mali ne peut pas reproduire et asseoir son armée sur l'histoire d'un Soundiata Keïta qui était véritablement un guerrier. Donc, c'est un problème pour nous, et je suis d'accord avec le docteur Soro. S'il n'y a pas de souveraineté, ne rêvez pas avoir d'armée, s'il n'y a pas de souveraineté. C'est-à-dire que c'est par essence la souveraineté. Les États-Unis, leurs cousins anglais, les États-Unis ont fait une guerre d'indépendance. Hein. C'était une colonie, hein, les États-Unis. Il a fallu que un homme politique américain dise à la Grande-Bretagne que nous entrons en guerre. Et les États-Unis ont arraché son indépendance au prix d'une guerre. Donc la nation américaine est aussi bâtie sur ça, sur le nationalisme américain, la suprématie américaine. D'ailleurs, ça devient un problème parce que ça génère une forme de racisme. Et c'est en ça que Donald Trump, contrairement à ce qu'on dit, au sein de l'Amérique profonde, est très aimé parce que c'est un suprémaciste américain. C'est quelqu'un pour qui l'Amérique au-dessus de tout. Merci bien, Tante Tinda.